De midi à 13h, c'est le carrefour de l'info sur Arabelle. Et notre invité de la semaine est un homme politique luxembourgeois, d'abord ministre de l'Environnement, puis président du Parti démocratique. Il est depuis juillet 2009 député européen au sein du groupe de l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe. Charles Goerens est en direct avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et tout de suite, Safwan est avec nous également pour vous poser quelques questions. Charles Goerens, bonjour. On commence directement par l'actualité sanitaire. Depuis le 8 avril, plus de 100 pays, dont 32 en Afrique, ont pu recevoir des vaccins. La distribution a été assurée par COVAX, le dispositif mis en place par l'OMS pour faciliter l'accès aux vaccins des pays pauvres. Mais du point de vue quantitatif, sur les 690 millions de vaccins administrés dans le monde, seulement 2% l'ont été sur le continent africain. Charles Goerens, vous travaillez au Parlement européen sur la question du développement. Comment vous expliquez que l'accès aux vaccins soit à ce point inéquitable ? Écoutez, on est loin d'être satisfait de la présente situation. Nous sommes nombreux à réclamer un accès pour tous aux vaccins. L'idée a fait son chemin qu'il ne suffit pas de vacciner la Flandre, la Wallonie, la région de Bruxelles, le Benelux, l'Union européenne. Il faut vacciner le monde entier parce qu'il y a trop de variants qui risquent de mettre en échec les succès obtenus en matière de recherche d'un vaccin. Donc le défi est global et la réponse doit être globale. Il faut surmonter, la politique est faite pour ça, surmonter les obstacles qui s'opposent encore à un accès universel aux vaccins. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de rétention des vaccins, notamment par les pays riches ? Si, il y a un égoïsme et un nationalisme qui s'opposent à la stratégie, à la démarche que je viens de proposer. Bien entendu, il est légitime de réclamer les droits, les royalties pour les chercheurs, il faut qu'ils soient rémunérés, mais de là à dire, voilà, on va réserver le vaccin à ceux qui peuvent le payer, c'est un peu court. Il manque la hauteur de vue nécessaire pour se rendre compte du danger que l'on court en segmentant l'accès en régions solvables, non solvables, riches, non riches, en ce qui concerne l'accès au vaccin. Ça, c'est inadmissible. S'il est un domaine dans lequel il faut que l'approche soit universelle et globale, c'est bien celui-là, parce que l'enjeu de la santé mondiale est bien entendu global. Et concrètement, que faudra-t-il faire pour que le mécanisme COVAX soit plus équitable et donc plus efficace selon vous ? Écoutez, j'étais ministre de la coopération au développement et à ce titre, j'avais participé au sommet de l'OMC à Doha en l'an 2000 où on avait trouvé une solution pour rendre l'accès possible de tous les patients du sida aux antirétroviraux et je crois que la démarche maintenant doit être similaire. Il est bien regrettable que l'Europe, les États-Unis, la Suisse, l'Australie notamment, s'oppose encore à une pratique plus ouverte pour ce qui est de l'accès aux vaccins. Alors les partenaires du système COVAX, dont notamment l'Alliance pour les vaccins, s'inquiètent des pénuries ponctuelles de matériaux essentiels et des matières premières. Le 10 mars dernier, l'Inde et l'Afrique du Sud ont réagi en demandant la levée temporaire de brevets. C'est une demande qui est soumise à l'Organisation mondiale du commerce et qui a été dénoncée par les laboratoires. Charles Goerens, êtes-vous pour ou contre une levée au moins temporaire des brevets ? Je crois que si c'est la seule solution qui nous permettra d'accès aux vaccins, je la supporte. D'ailleurs, à l'origine, je viens de me référer à une action qui avait été entreprise au niveau de l'OMC en 2001. Là aussi, c'était l'Afrique du Sud qui était à l'origine d'une démarche qui a finalement mobilisé suffisamment de monde pour changer les règles en ce qui concerne l'accès à la propriété intellectuelle. C'est envisageable, vous pensez, actuellement, de lever les brevets ? Je suis acteur politique, je suis là pour faire bouger les lignes, pas seulement pour faire des constats d'échec. Donc, vous vous engagez du côté de ceux. Oui, bien entendu. En trouvant une troisième voie permettant de rémunérer à la fois les chercheurs, parce qu'il ne faut pas les dissuader de continuer la recherche, ce n'est pas le dernier vaccin qui doit être développé. Il faut qu'ils s'y retrouvent, parce qu'il y a quand même une formation, des capitaux qui sont engagés. Et personne ne s'oppose à ce que ces efforts, respectivement, ces investissements ne soient pas rémunérés. Non, mais il faut faire en sorte que les barrières au niveau de l'OMC ne s'opposent pas à l'accès universel. Et justement, est-ce qu'il y a un moyen contraignant européen qui obligerait les labos pharmaceutiques à le faire ?
Est-ce qu'il y a un moyen contraignant? J'avais une lueur d'espoir s'agissant de l'arrivée au pouvoir de l'administration Biden, que le multilatéralisme allait retrouver tous ses droits, mais malheureusement, en la présente circonstance, les États-Unis sont aussi réticents que les Européens. Une dernière question sur le mécanisme COVAX. La Russie a déposé une demande de participation du vaccin Sputnik au mécanisme COVAX, justement. Je rappelle que le vaccin Sputnik n'est toujours pas homologué dans l'Union européenne. Faut-il intégrer le vaccin Sputnik au mécanisme COVAX? S'il réussit l'agrégation, bien entendu. D'accord. Donc, on a besoin du concours de tous, y compris de Sputnik. Pourtant, l'Union européenne le refuse. Hein. L'Agence européenne du médicament le refuse. Est-ce que c'est de l'idéologie, selon vous, ou est-ce que c'est plutôt pour une autre raison? Il ne faut rien refuser par idéologie. Hein. Moi, je suis d'avis que, en la présente circonstance, il y a 3 domaines dans lesquels on ne devrait pas opposer d'obstacles idéologiques. C'est la sécurité, c'est la lutte contre le changement climatique et les défis lancés par la santé mondiale. Même si le vaccin n'est pas encore autorisé dans l'Union européenne, c'est un risque à prendre selon vous? Non, bien entendu, il faut qu'il soit acceptable. Hein. Il faut qu'il soit scientifiquement au-dessus de tout soupçon. Charles Goerens, on passe à un tout autre sujet. L'Europe et l'Afrique doivent s'émanciper de la relation donateur-bénéficiaire. Le 25 mars, les députés européens ont adopté une stratégie pour un nouveau partenariat entre l'Afrique et l'Union européenne. La stratégie est basée sur 5 domaines: la transition verte, la transformation numérique, l'emploi durable, la paix et la migration / la mobilité. Charles Goerens, en quoi cette stratégie va permettre, selon vous, de renforcer l'autonomie de l'Afrique, pour reprendre les termes du Parlement européen? En politique, il faut savoir faire bouger les lignes, disais-je au début de notre entretien. Et faire bouger les lignes, c'est accepter que l'Europe doit cesser de développer l'Afrique, c'est à l'Afrique de se développer elle-même. D'ailleurs, l'Afrique fait des progrès dans des domaines évidents. Il y a beaucoup d'économies qui ont décollé, il y a des démocraties qui se mettent en place, il y a des transitions de pouvoir sans infusion de sang. Tout cela est très positif. Mais il reste des problèmes. L'Europe, de ce point de vue, n'est pas isolée. Elle est en concurrence avec d'autres acteurs. Et pour faire court, il y a la Chine, par exemple. Il y a des États qui collaborent avec l'Afrique qui ne jurent que par la force. C'est le cas de la Chine et de la Russie. Il y a des États ou des ensembles politiques qui ne jurent que par le droit. C'est l'Union européenne. Et puis, il y a une troisième catégorie de pays, comme les États-Unis, qui jurent par le droit et la force. Et comment vous voyez cette concurrence, justement, de ces pays? Comment vous la voyez, cette concurrence? D'un bon œil pour l'Afrique ou cette concurrence est réelle dans la mesure où elle s'oppose aux principes qui sont les nôtres et qui gouvernent notre coopération avec l'Afrique. Il faut bien entendu être plus fort. Nous sommes encore le partenaire le plus fort avec l'Afrique. Notre commerce est de loin le plus important. Même si d'autres se développent à une vitesse non négligeable, c'est évident, l'Union européenne a quand même beaucoup d'atouts à faire valoir. Nous avons une proximité culturelle, nous avons un passé commun, nous avons, si vous comparez la charte de l'Union africaine et les droits fondamentaux de l'Union européenne, ils sont pratiquement identiques, donc il y a beaucoup de points de convergence qui me font espérer. Par rapport à cette nouvelle stratégie, on reproche souvent à la politique commerciale européenne de faire du business as usual, en gros de faire du business avant de penser à l'aspect humain. Concrètement, avec cette nouvelle stratégie, quelle priorité va donner cette stratégie au développement humain et notamment aux droits de l'homme? Les droits de l'homme, c'est un élément de conditionnalité. Donc, ça ne veut pas dire concrètement que s'il y a une atteinte aux droits de l'homme dans un pays, qu'on arrête toute coopération. Quand il y a beaucoup d'indices qui font penser que l'État est définitivement en train de quitter le terrain des droits, alors l'Union européenne peut suspendre la coopération. Donc ça, c'est la bombe nucléaire. Mais pour le reste, c'est comme un moyen de véhiculer nos valeurs. Il y a une conditionnalité certaine, mais la conditionnalité est moins stricte que d'aucuns ne pourraient le penser. Il faut donner aussi à nos partenaires la possibilité de se développer. S'il n'y a pas de mauvaise foi de leur part, je crois que même s'il y a des obstacles sur le chemin, il faut, dans le cadre de cette coopération, les surmonter. Une dernière question, Charles Goerens. En février dernier, votre commission a adopté un rapport d'initiative sur les aspects de la stratégie en matière de développement durable et inclusif. Rapidement, quels sont les objectifs en matière de développement durable à atteindre et surtout, comment atteindre ces objectifs en prenant évidemment en compte l'impact du Covid, pas seulement sanitaire, mais économique en Afrique? Nous sommes un seul monde. Ce monde a des ressources limitées.
il faut que dans tous les domaines, les principes de bonne gouvernance environnementale priment toutes les autres considérations. Et nous devons accroître, bien entendu, notre coopération, encore une fois, sans barrière idéologique, parce que là, il y a un domaine dans lequel nous sommes tous tributaires de la même évolution, nous sommes tous tributaires de l'évolution du seul globe qui est à notre disposition. On peut bien entendu afficher des différences à d'autres niveaux, mais nous sommes condamnés à coopérer avec la Chine, avec la Russie, avec les États-Unis, avec tous les pays. Il n'y a pas d'autarcie en la matière. Nous sommes tous enclins à emprunter les voies susceptibles de préserver notre planète. Une dernière question, Charles Goerens, il nous reste quelques secondes. Pour booster les investissements, la nouvelle stratégie va apporter un soutien financier à long terme aux pays africains. Est-ce que vous êtes pour convertir une partie de la dette africaine en investissement, notamment pour faciliter la transition numérique ou écologique? Rapidement. C'est un grand domaine. Je crois qu'il faut aborder la question de la dette. Si la dette est trop lourde, De midi à 13h, c'est le carrefour de l'info sur Arabelle. Voilà, on retrouve tout de suite notre invité Charles Goerens après un petit problème technique indépendant de notre volonté. Rebonjour, monsieur Charles Goerens. Bonjour. Et Safouane est toujours là, à côté de moi, pour la conclusion. Oui, Charles Goerens, une dernière question sur le nouveau partenariat entre l'Union européenne et l'Afrique. Pour booster les investissements, la nouvelle stratégie veut apporter un soutien financier à long terme aux pays africains. Je voulais vous demander, est-ce que vous êtes pour convertir une partie de la dette africaine en investissement, notamment pour faciliter la transition numérique et écologique ? Oui, bien entendu, soit convertir, soit annuler la dette tout court. Ce ne serait pas la première annulation d'une dette à laquelle nous assisterons. Il faut que la dette soit supportable. Il faut aussi qu'à l'avenir, on prête plus et on prête mieux. Et permettez-moi d'ajouter aussi que le nouvel instrument de financement de la politique extérieure nous donne des opportunités pour garantir des investissements. Donc, ça va déjà au-delà de la simple conversion de la dette en investissement. Merci beaucoup, Charles Goerens, d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite une très bonne après-midi à vous. Merci à vous aussi. J'ai fait le plaisir et j'ai eu le privilège de pouvoir faire connaissance avec votre chaîne. Avec On plaisir. vous dit qu'elle est très écoutée. Merci. Ça a été un réel plaisir pour moi. Merci, Partagez. Merci Charles Goerens. Je vous rappelle que vous êtes député européen au sein du groupe de l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe. Voilà. On se retrouve dans quelques instants pour la dernière ligne droite.